Ah oui. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance du Comité consultatif d'urbanisme central avant l'été. Donc, c'est la séance du 27 juin 2024. Alors, Geneviève Laroche, je suis la présidente du Comité consultatif d'urbanisme central et je vais inviter chacun de mes collègues membres du Comité consultatif d'urbanisme central à se présenter brièvement. Donc, je vais commencer vraiment dans l'ordre où vous êtes ici. Donc, Monsieur Lacoste. David Lacoste, membre citoyen. Frédéric Dehem-Lemelin, membre citoyen aussi. Ray Sivonge, élu et président du CCU des Nations. Donc, je vais aller à ma gauche avec madame. Danielle Berthold, présidente du CCU de Fleurimont. Claude Charon, président du CCU Lennoxville. Chénie Ménard, membre citoyen. Merci. Je suis aussi accompagnée par plusieurs personnes du service, dont Émilie Audet, directrice par intérim du service de la planification et de la gestion du territoire. Ah oui. Ah, pardon, j'ai oublié de faire se présenter Madame Pilon qui est en ligne. Je te cède le micro pour quelques secondes. Oui, Anne-Catherine Pilon, membre citoyenne. Donc, on continue avec les membres de l'équipe. Wilson Pereira, chargé de compte, très content d'être ici. Valérie Beauchamp, chargée de compte au service du développement stratégique du territoire. Et non le moindre, Alexandre Roussel-Canuel, greffier adjoint et chef de division greffe. Et nous avons une autre membre qui vient de se joindre à nous, que je laisse se présenter aussi. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Donc, pour l'ordre du jour aujourd'hui, je vous propose l'adoption de l'ordre du jour, mais avec l'ajout du point 6.1.2 qui serait demande d'autorisation de démolition complète au 1380 boulevard de Portland. Est-ce que ça vous va d'adopter l'ordre du jour avec cet ajout? Parfait, merci beaucoup. Et on a un procès-verbal à adopter, donc c'est celui de la dernière séance publique du 30 mai 2024. Est-ce que tout était conforme à nos discussions? Merci. Donc, ce qui nous amènerait à deux premiers dossiers qui sont des dossiers qui sont relatifs à la protection, à la mise en valeur du patrimoine culturel. C'est Mme Bergeron, normalement, qui va pouvoir se présenter avec le dossier, qui va nous présenter les deux prochains, donc 6.1.1 et 6.1.2 que nous venons d'ajouter à l'ordre du jour. Alors, Mme Bergeron, je vous laisse vous présenter. Oui, et nous avons aussi, c'est vrai, Mme Robichaud qui est avec nous, qui siège, en fait, qui est présidente de la Commission de la culture et donc qui siège avec nous parce que c'est des dossiers qui sont relatifs au CCU, mais CCU-CLP, donc Conseil local du patrimoine. Donc, Mme Robichaud représente la Commission de la culture parce que c'est des dossiers qui touchent le patrimoine. Donc, Mme Bergeron. Oui, bonjour, Suzanne Bergeron, nouvellement syndiquée, chargée de projet au service de la planification et la gestion du territoire. Donc, je vais vous partager mon écran. Allons-y, je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien l'écran? On voit bien, mais on n'est pas en mode plein écran. Oui, c'est ça qu'il manque un petit bout. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On va la voir. OK. Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne ou c'est encore en mode... C'est encore en mode avec les diapos sur le côté. Je ne suis pas capable de déplacer. Bon. Dans le bas, vous avez des affichages. Oui, non, je sais, c'est parce que là, il ne se met pas sur le bon écran, puis je ne suis pas capable de me déplacer sur le bon écran. Bon, bref, je vais essayer une autre technique, là. Pendant que... Ah oui, ça fonctionne. Oui, on va y aller comme ça. Je vais juste essayer de vous revoir. Donc, désolé du contretemps. Donc, le premier dossier qu'on a à vous présenter, c'est la démolition de la seconde serre du parc du domaine Howard. Ensuite, suivra la démolition de la seconde maison du jardinier. Ces deux édifices-là sont présentés au Conseil local du patrimoine parce que c'est des immeubles patrimoniaux et immeubles patrimoniaux en vertu de la loi sur le patrimoine, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puisqu'ils sont des immeubles situés dans un site patrimonial cité.
Donc, c'est une obligation de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'avoir un avis préalable du Conseil local du patrimoine avant de déposer les dossiers au comité de démolition. Il faut savoir aussi que ces demandes-là vont ensuite être transmis au conseil municipal parce qu'ils sont aussi assujettis au règlement de citation. Donc, la démolition doit être approuvée autant par le comité de démolition et finalement par le conseil municipal. Donc, long processus pour ces deux immeubles. C'est la première fois qu'on vit une démolition d'immeubles situés dans un site patrimonial cité à Sherbrooke. Donc, voilà, une première. Donc, long PowerPoint, je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il y a 11 critères évalués pour la démolition. Le site, la seconde serre construite en 1968, et là, il y a une erreur, et non pas en 47, il y a une erreur sur le plan. Donc, c'est la serre qui rejoint le boulevard de Parkland. Vous la connaissez bien, là. L'état physique, le premier critère, c'est l'état physique. Le bâtiment au niveau structural et physique là, présente des signes alarmants là, des dégradations suite à un rapport d'ingénieur de 2023. Donc, l'état physique est mauvais et depuis décembre 2023, le bâtiment est inoccupé. La division des bâtiments a mis des supports et fermé aux employés et à tout occupant l'édifice là, pour des raisons de sécurité publique. Donc, bon, vous avez sûrement pris connaissance du rapport. Là, la structure est en train de s'affaisser, déformation. Je ne veux pas aller en détail là, parce qu'on n'y arrivera pas. Au niveau de l'autre critère, c'est la valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale a été évaluée dans une étude patrimoniale réalisée par notre collègue Guy Mongrain qui est ici présent. Donc, dans une étude patrimoniale en détail, la valeur patrimoniale qui avait été évaluée au départ dans l'inventaire des secteurs urbains identifiait une valeur patrimoniale de C. Il faut savoir qu'un inventaire, c'est une étude très sommaire et non documentée en archives, tandis que l'étude patrimoniale qui était réalisée, une étude très exhaustive réalisée avec des sources primaires et secondaires en archives, qui a permis de découvrir, bon, de modifier la date de construction. D'abord, était identifiée en 1947, maintenant, non, je me trompe de dossier. Celui-là, en 1947, oui. Donc, puis, plusieurs éléments là, qui ont été découverts lors de cette étude patrimoniale. Ensuite, bon, on continue au niveau de la valeur patrimoniale, le fait qu'il soit inoccupé, dangereux, donc contribue à réduire sa valeur patrimoniale. Ensuite, l'autre critère qu'on doit évaluer, c'est le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Il faut savoir qu'il y a un programme préliminaire temporaire. Vous savez tous et toutes qu'il y a un plan directeur d'aménagement et de développement qui est en cours d'élaboration pour identifier les vocations patrimoniales, culturelles et touristiques du domaine. Donc, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, c'est un projet temporaire en attendant de statuer sur une vocation permanente et future de ce domaine-là. Donc, le projet temporaire, c'est de la plantation à la place de la seconde serre, du jardinier, de l'engazonnement, des bacs de plantation. Oui, Geneviève. Oui, si je peux juste me permettre, parce que les membres citoyennes du CCU sont peut-être moins au courant. Je ne sais pas si Mme Robichaud, vous voudriez faire peut-être une mini mise en contexte du travail qui se fait en ce moment, là, très rapide, au niveau du plan directeur du domaine Howard.
Ben, en fait, oui, le plan directeur, on est en consultation. Là, on a rencontré une première fois les élus, il y a eu les services qui ont été rencontrés, les citoyens. Il va y avoir une consultation qui va être faite auprès des citoyens durant les festivités des rendez-vous d'Howard au début septembre et une autre parallèlement à ça à l'hôtel de ville, à peu près dans les mêmes temps, pour décider quelle vocation qu'on veut donner, là, puis qu'est-ce qu'on va faire avec l'ensemble du domaine Howard. Fait en quelques mots, là, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. C'est ce qui explique qu'on fasse un programme vraiment temporaire en se disant qu'on va réfléchir à l'ensemble du site puis voir ce qu'on fait avec cet emplacement-là pour la suite. Je te laisse aller, je vous laisse aller. Oui, je poursuivrai le dépôt du plan directeur révisé mars-avril 2025. Donc, c'est la raison pourquoi on n'a pas pu concorder les deux dossiers. Et, le temps que le plan directeur se mette en œuvre, il risque d'avoir quelques mois, années, entre autres, là, pour que les aménagements et ou constructions se réalisent. Donc, la raison, voici la raison pourquoi il y a des aménagements temporaires. Ensuite, l'autre critère qu'on doit évaluer, là, on rentre dans les critères au niveau de patrimoniaux. L'autre critère, c'est l'histoire de l'immeuble. Donc, l'histoire de l'immeuble, il faut dire là, que c'est le terrain a été acquis en 1835 par la BALCO, la British American Land Company, jusqu'en les dates là, précises de mémoire, c'est 1913 là, ou 1914 par la famille Howard, donc le père du sénateur Howard, Benjamin, qui a acquis le domaine. Ensuite, il y a eu une construction, deux constructions. La première serre, la serre qu'on appelle la serre victorienne, qu'on voit sur les plans actuellement ici, et une première maison de jardinier en 1914, donc qui était construite selon les plans de la firme Pearson Newbar Company. Donc, on voit les photos ici anciennes de ces deux bâtiments-là, des bâtiments qui s'intégraient relativement bien dans le domaine avec des caractéristiques architecturales quand même relativement différentes de la serre actuellement. Donc, encore des photos. Ensuite, là, ici, c'est la rare photo, sinon la seule photo où on voit la première maison de jardinier, la première serre qui est attenante à la première maison de jardinier. Et derrière, on peut deviner la seconde serre et la cheminée de l'atelier horticole. Donc, c'est le complexe de 4 bâtiments que composent les serres Carl Camira. Ensuite, en 1953, le plan des assurances montre le domaine comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec une nouvelle serre, une seconde maison de jardinier, un atelier horticole et la serre victorienne ou la serre de 1914 qui subsiste encore depuis l'origine. Encore une photo de l'ancienne maison du jardinier avec la serre de 1914, la serre victorienne. Faut pas se mélanger, là. Des fois, on pense que c'est la serre, la seconde serre, mais c'est réellement une vue à partir de l'intérieur du domaine et non pas à partir de Portland, là, où on voit la première maison et la serre victorienne. Ensuite, c'est ça, là, donc l'autre élément, c'est la fermeture en décembre 2023, là, suite à l'état de dégradation importante de la serre.
Puis, il faut dire là, que au niveau de l'autre critère, c'est-à-dire la contribution de l'immeuble, la serre, à l'histoire locale, il faut dire que la serre, la seconde serre, fait partie de quelques exemples, dont les serres de la ferme expérimentale de Lennoxville, mais c'est quand même assez, c'est des immeubles là, qui sont très peu représentatifs des serres et on pourrait dire relativement mal intégrés au domaine Howard. Donc, autre exemple de serre municipale, les serres construites là, bien avant là, pour la ville de Trois-Rivières, notre serre de 1947, là, donc un plan très simple. Et ici, on voit le complexe comme on connaît aujourd'hui, avec les 4 immeubles. Donc, la serre qui nous concerne actuellement, c'est celle qui est attenante et qui borde le boulevard de Portland. L'autre critère évalué, c'est la représentativité du style architectural. Donc, pas la représentativité, l'intégration à un ensemble architectural. Donc, il faut dire que la serre, la seconde serre du complexe fait partie de l'ensemble qu'on appelle les serres Carl Camira. Donc, un ensemble qui est composé de 4 bâtiments, comme je vous ai parlé. Cet immeuble-là ne contribue pas de façon très harmonieuse à cet ensemble architectural. Et l'autre ensemble architectural qu'on peut identifier, c'est le site patrimonial cité du parc du domaine Howard. Et encore une fois, la seconde serre n'est pas un élément très contributif à cet ensemble architectural-là, voire même au Vieux-Nord en général, qui est construit beaucoup plus tôt dans le temps. Donc, on voit une image des serres avec la seconde maison du jardinier qu'on va voir tantôt. L'étang du domaine, notre serre qui est visée, avec la cheminée de l'atelier horticole qui sert de chaufferie principalement. Notre serre victorienne, la première serre de 1914, qui est un bâtiment de valeur patrimoniale exceptionnelle qui, lui, mérite d'être protégé. Et finalement, cette nouvelle serre-là, cette serre de 1947 qui était barricadée et occupée, qui est au niveau architectural banal, parce qu'elle n'est pas vraiment représentatif d'un style en particulier. Il était fait avec peu de moyens. Et finalement, le dernier critère, c'est dans autres critères, on identifie qu'il y avait une certaine valeur sociale parce que la population, on a remarqué depuis la demande de démolition, la population a suscité un certain intérêt, sauf que c'est quand même difficile à mesurer par rapport à ce bâtiment-là en particulier versus le domaine au complet, là. Donc, voilà là, l'ensemble des critères qui étaient évalués. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'ensemble des considérants ou on va directement aux recommandations? Non, là, ils sont bien affichés à l'écran, puis nous, on a pu prendre connaissance là, à l'avance. Donc, on irait avec la recommandation. Je reprécise, là, ça a été nommé tantôt, que la recommandation va vraiment au comité de démolition. Et c'est ensuite que là, étant donné que c'est quand même sur un site cité, ça va aller en conseil municipal. Mais nous, aujourd'hui, on recommande vraiment au comité de démolition d'aller de l'avant avec la démolition de la serre de 1947
je tiens à le repréciser. Là, on a vu les images de la serre de 1914 qui est vraiment une valeur exceptionnelle. On ne touche pas à ce morceau-là qui est important de l'histoire puis qui est vraiment magnifique d'ailleurs, mais vraiment pour la serre qui est en état de dégradation avancée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Allez-y, M. Lacoste. Ben, en fait, moi, j'ai deux questions. Je reconnais que ce n'est pas une grande valeur patrimoniale, là. Ça va de soi. Par contre, je trouve qu'on fait un peu les choses à l'envers là, sur deux plans. D'abord, sur le règlement de citation qui comprend l'ensemble du site. Pour moi, le règlement de citation devrait être amendé avant qu'on commence à démolir des éléments dans un lieu patrimonial protégé. On envoie un drôle de signal en disant sur un lieu protégé, on peut démolir des bâtiments, c'est pas grave. Donc là, c'est la ville qui envoie ce signal-là. Moi, je trouve qu'on se tire un peu dans le pied quand on va faire affaire avec des privés après qui vont vouloir modifier ou démolir des éléments patrimoniaux reconnus dans un inventaire. Ceci étant, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le plan directeur qu'on est en train de faire présentement pour avoir assisté à la présentation à la Commission de la culture et avoir assisté à la consultation des organismes une dizaine de jours. On nous dit, comme organisme consulté, comme citoyen, comme élu, comme service, faites comme si ces bâtiments étaient là. Donc, la première question, c'est voulez-vous un lieu horticole sur le domaine Howard? La réponse et la consultation n'auraient pas été la même si les bâtiments n'avaient pas été là. Donc, pour moi, c'est un peu orienté le plan directeur qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu mettre la charrue devant les bœufs. Ça ne veut pas dire que la serre et la maison de jardinier méritent d'être préservées. Par contre, on devrait être plus proche de la conclusion avant de les démolir que de le faire maintenant. Là, présentement, on va envoyer comme signal qu'on a un plan directeur qui s'en vient, mais on a démoli 2 éléments d'un site patrimonial protégé en disant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec le lieu encore, mais on commence déjà à démolir. Donc, c'est mon point de vue. Fait que moi, je suis très, très mal à l'aise à voter en faveur d'une poursuite du dossier de démolition maintenant. Revenez dans 4 mois, dans 6 mois, oui, parce qu'on sera plus proche de la conclusion et parce que peut-être qu'on aura eu le temps d'amender le règlement de citation. Madame Bergeron? Ben, je pourrais répondre, David, aux 2 éléments. Là, le premier élément, le règlement de citation, oui, il est en cours de révision d'amendement, notamment pour y exclure 3 des 4 immeubles de SR4 Camiret, c'est-à-dire l'atelier horticole, la serre de 1947 et la seconde maison de jardinier de 1968, mais aussi pour y intégrer la protection des intérieurs de ce qu'on appelle actuellement communément les pavillons 1 et 2, et on analyse aussi la possibilité de protéger l'intérieur du pavillon 3. Donc, c'est ce qui est prévu, c'est en cours, mais il faut dire que dépôt, élaboration, adoption, consultation publique d'un règlement de citation, ça prend plusieurs mois. Ben là, au niveau de notre division des bâtiments, ils nous ont clairement identifié l'urgence de démolir ces bâtiments pour des enjeux de sécurité publique. Le rapport d'ingénieurs est clair à cet effet-là, là, que c'est urgent et alarmant. Le bâtiment, il est inoccupé, il est retenu. Et là, ben, c'est le danger de passer un autre hiver. Chaque chute de neige, ben, la serre peut s'effondrer. Donc, voilà la raison, le pourquoi que le règlement de citation n'a pas été présenté avant la démolition. L'autre élément au niveau du plan directeur, c'est évalué aussi, à savoir si on présentait la démolition ou pas avant le plan directeur. Puis c'est encore une fois pour les mêmes raisons, l'urgence de démolir les 2 immeubles qui sont inoccupés, dangereux et pour la santé et sécurité de la population. Donc, voilà. Merci. J'ai juste un ajout de Maître Roussel-Canuel, puis après ça, je passe la parole à Mme Robichaud.
Oui, simplement une précision que c'est le règlement 1008 de citation. En fait, c'est grâce au règlement 1008 que vous pouvez voir ce dossier-là qui a que le site a une valeur patrimoniale, que vous voyez cette demande de démolition. Donc, je comprends le principe du plan directeur, effectivement. Puis, est-ce que vaut mieux revoir le dossier en son ensemble avant de prendre une décision? Ça, c'est un autre sujet. Je voulais juste préciser que sans règlement 1008, le dossier n'aurait pas nécessairement passé par le comité de consultatif au niveau patrimonial. Donc, l'amendement n'est pas nécessaire au règlement 1008, et je ne parle pas au niveau philosophique et au niveau intérêt du patrimonial et importance, mais plutôt au niveau réglementaire pour la décision. Et le règlement 1008 vient plutôt préciser la procédure à suivre, justement, vu qu'il y a un règlement 1008, voici la démarche à suivre pour finalement en arriver à une démolition. Merci. Madame Robichaud? Oui, ben merci. Ben, je vais être d'avis avec M. Lacoste, là, parce que je trouve ça dommage que le travail n'ait pas été fait en amont, les deux, là, parce qu'effectivement, les différentes consultations qu'on a faites, tous les morceaux étaient là, mais on savait, par exemple, pour la maison du jardinier que ça s'en venait, mais ça ne nous a jamais été dit que la serre d'en avant était pour être détruite à court échéance. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y avait. Puis là, tu sais, on parle de. Vous êtes en train de changer le règlement sur la station pour la protection d'éléments intérieurs. Bien, tous les travaux ont été faits dans le sens que c'était pas fait encore. En tout cas, tu sais, c'est comme si les deux services à la ville, je suis désolée de dire ça, mais se sont pas tant parlé, on dirait, là. Fait que je trouve ça dommage parce qu'on a fait des consultations en n'ayant pas ces informations-là. Fait que c'est comme si. C'est un petit peu décevant, bref. Ben, je comprends très bien. Je pense que dans un monde idéal, effectivement, moi aussi, je trouve qu'on a puis je comprends, Mme Bergeron, là, que le règlement de citation est en révision. Est-ce qu'on a une idée environ à quel moment? Parce que peut-être qu'on peut pour la suite, parce qu'il reste encore des consultations publiques, au moins ajuster aussi le tir pour la cible, parce que là, je comprends qu'il y a un enjeu de sécurité publique, d'effondrement. Je comprends qu'il peut y avoir une urgence, mais effectivement, dans le meilleur des mondes, on fait ça dans le bon ordre. Est-ce que vous avez une idée environ à quel moment le règlement de situation va pouvoir être présenté, révisé? Ben, je vous dirais qu'on vient de donner un mandat d'évaluation du pavillon 3, là, les bâtiments qui est occupé par Destination Sherbrooke. Et là, ben, réalistement, là, probablement en même temps que le dépôt du plan directeur, là, c'est-à-dire au printemps 2025, parce qu'avec toutes les étapes qui restent légales en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, c'est peu réaliste de penser que ça soit en 2024, là, du fait qu'il reste à évaluer si on protège ou non l'intérieur. Donc, on manque d'informations. On n'avait pas suffisamment d'informations sur ce bâtiment-là, puis qu'on a dû aller le documenter davantage. On doit aller le documenter davantage. Je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, M. Charon? Oui. Ensuite, M. Charon. Oui, ben c'est toujours des dossiers crève-cœur parce que, évidemment, OK, ça n'a pas une si grande valeur patrimoniale, mais ça a une grande valeur affective, je pense, pour les gens. Donc, c'est toujours des dossiers pas le fun, là. Mais je suis quand même d'accord aussi avec David là, sur comment les choses se sont faites. Puis, une dégradation d'immeubles, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, moi, j'aurais aimé quand même, on a des leçons à tirer de ça. Encore une fois, c'est notre maintien d'actifs. Puis notre actif patrimonial, je pense qu'on doit y mettre une attention plus particulière. Donc, ça vient de où? Est-ce qu'il y a eu un déficit d'entretien? Est-ce que, je pense que comme ville, on se doit de regarder à ce qu'on doit mettre en place pour plus en arriver là. Et puis, ben c'est ça, on a entendu dans les médias qu'il y a un avis de démolition qui a déjà été annoncé. Là, on le voit ce matin, puis ça doit passer au comité de démolition. Pour la population, c'est pas idéal non plus là, de procéder comme ça. Moi, j'ai été un peu surprise aussi
de voir que l'avis de démolition était déjà annoncé. Alors, donc, tu sais, je voudrais peut-être une clarification sur comment, chronologiquement, ça s'est fait et pourquoi on le fait comme ça. C'est comme prendre pour acquis que... C'est pas l'avis qu'il va être démoli, c'est l'avis qu'on va tenir, qui va passer en comité de démolition. Et, vous pouvez peut-être préciser. Exactement. J'ai pas vu l'avis, moi j'en ai entendu tu sais, à la radio, dans les médias. L'avis, c'est que le dossier passe au comité de démolition. Donc, l'avis est fait en fonction du dossier qui va passer au comité de démolition. OK, c'est ça. Et la loi prévoit que, vu que c'est dans un site patrimonial cité, comme Mme Bergeron l'a spécifié, que le comité de démolition, avant de rendre sa décision, doit consulter le CLP, le comité local de patrimoine. Donc là, aujourd'hui, c'est la consultation du comité local du patrimoine. OK, donc il n'y avait donc pas ça a d'avis sans doute mal public. sorti dans les médias, là, parce que j'ai pas compris ça comme ça, mais parce que je sais qu'il y a plusieurs étapes dans ce dossier-là. Mais donc voilà, c'est un peu ça. Je trouve qu'effectivement, on a peut-être ce cas d'école à se pencher puis se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter qu'on en arrive à d'autres situations comme ça, hein, parce que c'est pas agréable. Oui, c'est ça, c'est plusieurs, en fait. Il y a plusieurs enjeux. Là. Il y a autant les bâtiments qu'au niveau de la culture de tout ce qu'on est en train de mettre en place, le plan directeur. Il y a le volet patrimonial, de citation. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu probablement mieux se parler pour puis par rapport à... On est justement en réflexion par rapport à l'ensemble aussi. Oui. Puis là, on parle de faire des sentiers, des choses comme ça. Moi, ce que je suis étonnée, c'est qu'on ne parle pas, je veux dire, on a des services horticoles qui s'en servaient jusque-là. Donc, eux, ils arrivent quoi? Leurs besoins sont comblés. Est-ce qu'il va falloir qu'on reconstruise autre chose d'ailleurs? Ben, ça, c'est sûr qu'ils n'ont plus de dents depuis un bout. Mais à long terme, eux, j'imagine qu'ils attendent aussi de savoir ce qui se passe. Ça aurait été intéressant de voir l'impact sur eux. Est-ce qu'on va devoir reconstruire une serre ailleurs? Est-ce pour répondre à leurs besoins? Ça fait partie de tout ça. Je comprends qu'on ne la rénovera pas pour ce besoin-là, mais il y a quand même d'autres impacts à regarder, là. J'aurais aimé qu'on en parle. Merci. J'ai M. Charon, Mme Berthold ensuite. Bon, je vais répéter un petit peu. Je pense qu'au point de vue sécurité, on n'a pas le choix. On est à côté au mur. Fait que la décision n'est pas bien difficile là, mais par contre, je rejoins complètement Mme Lefebvre quand elle mentionne historiquement, est-ce qu'il y a eu des tentatives de rénovation des demandes de budget? Y a-t-il eu des actions qui ont été prises? On n'a pas cette historique-là. En tout cas, moi, je ne m'en souviens pas. Là, depuis que je conseille, j'ai vu la détérioration un peu, mais je n'ai pas vu d'action qui ont été prises. Ça fait que je ne sais pas où c'est que ça a bloqué, mais évidemment, l'entretien de nos infrastructures, c'est toujours négligé. Donc, ça, c'est une leçon à apprendre, là, mais quand même, je regarde les demandes qui se font souvent, puis qui se font juste repousser parce que c'est des décisions budgétaires. Ben, là, le résultat. Je pense que sur les leçons à tirer sur l'entretien des actifs, on devrait être unanime, je pense. Madame Berthold. C'est un autre dossier qui nous arrive ce matin qui dit qu'on met la charrue avant les bœufs. On est en consultation dans ce dossier-là, dans le sens où on veut avoir le input de la population. On prend la peine de les consulter, de les entendre. Il ne faudrait pas faire comme si on les entendait. Il faudrait les écouter. Et le domaine Howard, c'est comme un endroit, je pense, très, très, très particulier à Sherbrooke. C'est un endroit à ne pas toucher pour le moment. Moi, je pense qu'on est trop tôt pour décider d'arriver à dire oui, il faut défaire la serre, il faut la démolir. Oui, je peux comprendre qu'il peut y avoir des enjeux de sécurité, sauf que c'est 50-50. Est-ce qu'on dit qu'il faut que ce soit démoli dans un délai de 12 mois? 12 mois, c'est quand même long. Alors, pourquoi il y a précipitation? Moi, j'attendrais plutôt d'avoir tous les éléments en main pour être capable de voir on s'en va où avec le domaine Howard. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle peut le dire au moment où on se parle, au moment où nous, on a à prendre une décision avec les faits que nous avons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on s'en va? Il n'y a pas personne. Donc, je pense qu'il serait sage de repousser la démolition, de voir comment on peut stabiliser le bâtiment pour un autre hiver. Si on a un hiver comme on a eu l'année passée, ce ne sera pas trop difficile. Sauf qu'on ne le sait pas non plus, on n'a pas de boule de cristal. Mais moi, ma position dans ce délai-là, c'est qu'on est trop vite, c'est trop précoce, puis on doit attendre d'avoir une conclusion, une analyse complète dans ce dossier. Merci.
Merci. Madame Bergeron, vous vouliez répondre à certains éléments. Oui, exactement. Ben, il faut dire que dans le cadre du plan directeur, ou je devrais plutôt dire en parallèle du plan directeur, nos services, bâtiments et division des parcs ont donné des mandats pour évaluer justement les coûts et les options pour conserver la vocation horticole au domaine ou les déménager ailleurs. Et bref, les études sont en cours d'être réalisées justement là, pour pouvoir accompagner le plan directeur. Puis, c'est évident que la vocation du domaine devra être décidée dans le cadre du plan directeur et que ce soit avec la serre ou non, il faut dire que le bâtiment actuel, il devra être démoli et reconstruit si on décide. Le bâtiment ne peut plus, ce bâtiment-là ne peut plus survivre. Et au niveau des travaux, il y a eu de multiples travaux. À peu près tout a été changé sur ce bâtiment-là. Il n'y a à peu près plus rien d'origine. Voilà, là, puis déjà en 2014, lorsqu'on a fait le rapport qui a été l'évaluation patrimoniale en amont là, du règlement de citation, on connaissait déjà l'état, j'ose dire, lamentable, l'état physique lamentable des édifices, des serres Carte Caméra, puis c'était déjà identifié. Pour la seconde maison du jardinier, David Leslie, architecte qui avait produit le rapport, avait déjà demandé la démolition vu l'état de détérioration lamentable de la seconde maison du jardinier. Donc, ça fait déjà au moins 10 ans qu'on le sait qu'il y a eu des signaux d'alarme qui ont été faits. Donc, voilà. Là. Merci. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucune possibilité, dans le cas où on voudrait préserver la vocation actuelle ou les bâtiments, il n'y a aucune possibilité de rénover les bâtiments actuels. C'est une démolition pour une reconstruction. Exactement. Ça ne tient plus debout. Là. Ça risque de s'effondrer lors d'une chute de neige. Là, ça peut s'effondrer à tout moment. Là. Donc, il faut démolir et reconstruire. Juste pour vous dire, c'est une serre avec de l'humidité. Les meneaux structuraux sont en bois. Donc, imaginez, c'est tout pourri. C'est en bois, c'est pas en acier, c'est pas en fonte, c'est en bois. Tout est pourri. Donc, c'est en train de s'effondrer. Donc, déjà, à l'origine, on a mal conçu ce bâtiment-là avec une structure, une serre en bois commerciale. C'est impensable de penser ça. Là, qu'en 1947, on ait construit une serre avec une structure en bois pour la production horticole et non pas un usage résidentiel, une production horticole municipale. Donc, voilà. Je comprends bien. Puis, je lance pas de pierre du tout à personne, là, mais c'est quand même d'autant plus dommage, par contre, que ça ne se soit pas parlé avec la démarche de plan directeur. Là. Je pense que c'est un gros morceau là-dedans là, qu'on n'ait pas pu arrimer ça pour s'assurer de travailler dans le bon sens. J'ai M. Kibonge. Après ça, j'ai M. Charon qui m'a levé la main. Ensuite, Mme Berthold. Parfait. Merci, Mme la Présidente. Moi, je vais m'inscrire un peu en porte-à-faux et totalement en soutien au service parce que je comprends en effet non seulement la valeur patrimoniale, mais la valeur aussi de cette serre-là, dont beaucoup de mes citoyens directement profitent. Il reste quand même que si je suis d'accord totalement avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que les choses ont peut-être été faites à l'envers, puis on aurait pu se parler, l'enjeu reste le même. On a un bâtiment qui est décrépit, puis qui tombe en ruine, et attendre 1 mois, 12 mois, ne va pas par magie le transformer. Fait que c'est là où, en tant qu'administration municipale, là, on a souvent à faire le choix difficile d'une situation d'urgence qui arrive. Puis c'est pas la seule situation d'urgence qui arrive. On le voit avec nos aqueducs, on le voit avec plusieurs bâtiments qu'on a à travailler avec. Et souvent, on arrive après 4, 5, 6 administrations là, qui ont laissé les choses aller. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que en m'extirpant un peu de la culture du blâme, ce que je ferais, c'est juste de voir
présentement, là, maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là quand on sait qu'on ne peut pas le transformer, quand on sait qu'on ne peut pas le retaper, à moins qu'on veuille investir des millions de dollars là-dedans, et voir aussi sa fonction s'il ne servait plus à nos services horticoles, qu'ils étaient déménagés ou qu'on sous-traitait et tout ça, et que là, on parle d'un enjeu, oui, de sécurité. On le voit dans le document qui on dit que pour la valeur patrimoniale, elle a un certain niveau, mais c'est pas comme parmi les choses les plus patrimoniales. Moi, j'irais de l'avant avec la destruction, la déconstruction, parce que je trouve qu'on va juste retarder quelque chose dans lequel on va arriver. C'est sûr que ça peut s'inscrire dans le plan directeur et on va continuer à avancer, sauf que, municipal, comme vous le savez, on ne s'arrête jamais. On n'a pas en fait le luxe de pouvoir s'arrêter et dire qu'est-ce qu'on fait sur ça. Quand on a ce luxe-là, on le prend, mais pour cette situation ici, avec cette serre-là, honnêtement, si on attend puis que dans 12 mois, finalement, on le fait, je pense ce qu'on aura gagner, c'est peut-être plus comme ce que ça va coûter cher. Parce que l'immobilisme coûte extrêmement cher au municipal. On a une tonne de projets qu'on a vus, qu'on a voulu comme finalement attendre et qui se sont faits à coût 2 fois, 3 fois plus cher. Et qu'on pose la question pourquoi est-ce que les prix ont augmenté, on dit vous savez l'inflation, vous savez comme la situation, c'est ça. Fait que c'est à ce niveau-là qu'en prenant tout ce qui a été dit en considération, je pense que non seulement si on attend, ça coûtera plus cher à défaire, là, mais en plus de ça, ça ne bonifiera pas comme l'étude qu'on a. L'étude va continuer à se faire sur le plan directeur, mais au niveau de l'action à poser, il faudrait, suivre la recommandation des services et passer à la déconstruction. Merci. Merci, M. Cubon. Je vais juste, avant M. Charon, passer la parole à Mme Audet. Je n'avais pas vu la main. En fait, c'est une question pour Mme Bergeron. Je ne sais pas si vous avez l'information sous la main par rapport à l'enjeu de sécurité de l'immeuble, l'urgence. Est-ce que le rapport d'ingénieur qui a été fait précisait la durée de vie qui restait ou un délai quelconque? Parce que c'est vrai que là, on n'a pas d'idée sur est-ce que ça peut durer encore 6 mois, 12 mois ou si c'est vraiment imminent. Est-ce que vous avez cette information-là rapidement, tout simplement pour le bénéfice de tous? Dans le rapport d'ingénieur, il demandait que le bâtiment soit immédiatement, au dépôt du rapport, il demandait que le bâtiment soit immédiatement inoccupé et barricadé. C'était urgent et imminent. Là. Il n'y avait pas, ça devait cesser, puis il recommandait justement la démolition. Il n'y avait pas de délai par rapport à la démolition, mais demandait que le bâtiment soit supporté et inoccupé immédiatement. Ça a dû se faire aussitôt que le rapport a été déposé, c'était immédiat. Là. Et c'est ce que la division des bâtiments a fait. C'est beaucoup, M. Charon. Vous avez déjà fait le commentaire que je voulais faire tantôt, au point de vue information. Peut-être juste demander, voir si ce serait pratique d'avoir cette information-là pour nos décisions dans le futur. Merci. J'ai Mme Berthold. C'est pas une question à savoir si l'horticulture retournera au domaine Howard ou si faut. Je pense que c'est une question de globalité dans l'ensemble. Le domaine Howard, qu'est-ce que ça représente aux yeux des citoyens? Je pense qu'on peut. Et puis, je ne peux pas être contre la sécurité, ayant été président de la sécurité publique. Sauf que il manque des détails. Comme moi, j'apprends aujourd'hui que ça fait 10 ans qu'on sait qu'il va falloir faire quelque chose. Il y a eu des rumeurs, là. Je peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de rumeurs. Du temps où j'étais à Destination Sherbrooke, on en entendait parler. Mais de là à avoir un dossier complet qui nous a été présenté par les services, c'est pas arrivé, là. Donc, je répète qu'il nous manque au moment où on prend une décision, il manque des faits, il manque des détails, puis il ne faut pas prendre une décision à la légère comme ça. Et il faut attendre de voir qu'on nous apporte tout ce qu'il faut
tous les dossiers pour faire en sorte que quand on prendra la décision, on le fera d'une façon éclairée. Sinon, on prend une décision à la légère. Puis moi, je ne suis pas prête à assumer qu'on dise qu'on est en train de jouer dans le domaine Howard, même si ce n'est pas mon district, là, ça n'a aucune importance. Je pense que c'est plus grand qu'un district ou un arrondissement. Ça appartient aux Sherbrookoises ou aux Sherbrookois, là. Alors, je suis quand même surprise d'apprendre que ça fait 10 ans qu'on sait, depuis 2014, que ça ne va pas bien de ce côté-là, là. Merci, Madame Lefebvre. Oui, je vais tout à fait dans le sens de Mme Berthold. Moi aussi, je suis surprise d'entendre que ça fait 10 ans qu'on le sait, puis que là, on est dans une situation d'urgence, puis il faut faire vite, là. Puis, tu sais, c'est comme dans plusieurs dossiers où là, on est comme au pied du mur qui va s'écrouler. Donc, il faut faire quelque chose. Mais effectivement, on n'a pas de vue d'ensemble parce que tu sais, c'est ça qui est un peu difficile, souvent, je trouve, dans différents dossiers à la ville, c'est qu'on les voit séparément, tu sais. Puis là, on voit, bon, enjeux de sécurité, etc. Mais on ne sait pas les impacts, justement, sur les services horticoles, tu sais. Est-ce que ça va nécessiter de faire d'autres investissements ailleurs, autrement, etc. Puis, on n'a pas non plus de... Parce que, tu sais, j'entends que ça a été fait en bois, puis effectivement, c'est un peu... questionnable, là. Pourquoi en bois quand on est dans un truc qui grouille d'humidité, mais tout se fait aussi au niveau de rénovation. T'sais. Bon, il y a un coût, évidemment, mais on ne l'a pas non plus. T'sais, on peut s'imaginer que ça va être compliqué et coûter cher, mais combien ça va nous coûter de devoir déplacer les équipes aussi? Il y a plusieurs choses là qui me mettent mal à l'aise dans ce dossier-là. Puis, tu sais, un peu comme on l'a fait dernièrement, là, justement, où on a fait un post-mortem du chantier des Grandes Fourches, là. Ben, moi, je trouve qu'on devrait faire ça ici, là, et essayer de comprendre comment ça se fait qu'on en arrive là. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, sur les équipes, je veux juste dire qu'il n'y a plus personne qui peut s'en occuper en ce moment. Fait que s'il y a des impacts budgétaires de déplacement, ils sont déjà en cours parce que même si on retarde une démolition, ils ne peuvent pas l'occuper, là, ce bâtiment. Non, je sais. Mais je suis d'accord que mais là, ils sont déplacés temporairement, j'imagine. Je ne sais pas où, comment, si c'est fonctionnel pour eux, s'ils sont dans l'attente d'autre chose. Oui. Parce que si on vient nous dire, ben, finalement, on doit construire un autre bâtiment, machin, etc., puis qu'on se dit, ben, peut-être on aurait dû faire l'effort de maintenir parce que, tu sais, moi, je ne peux pas en arriver là plus tard puis se dire, ah, on aurait donc dû, tu sais. Oui. Je comprends vraiment bien. Puis là, je vais commencer à proposer des solutions parce que je vois le temps qui avance. Puis il va falloir prendre des décisions sur la recommandation aussi. Peut-être on souhaite reporter pour se donner du temps d'avoir des informations. Mais en même temps, moi, ce que je comprends en ce moment, c'est que même si on décidait qu'il faut garder les services d'horticulture là, il va falloir démolir pour reconstruire. Moi, c'est ce que je comprends du dossier. On ne peut pas rénover. C'est ce que Mme Bergeron. Okay. Mme Bergeron, je l'ai demandé tantôt. On nous a confirmé que si on veut garder ça là, il va falloir démolir et reconstruire. Au complet. Moi, c'est l'information qui joue un peu dans la balance parce que je suis d'accord avec l'ensemble des commentaires sur le fait que dans l'ordre des choses, dans comment on l'a fait, dans comment on n'a pas géré aussi la dégradation, le lien avec le plan directeur, il y a beaucoup de questionnements à avoir, mais c'est est-ce qu'on retarde pour pouvoir préserver le bâtiment? Ça, la réponse semble non. Je ne sais pas si Mme Bergeron voulait dire quelque chose là-dessus, mais moi, ce que je comprends, c'est que la réponse est non. Il n'y a aucun moyen de sauver le bâtiment. Est-ce que vous avez... Non, c'est ça. Ben, selon le rapport d'ingénieur, c'est ça, le bâtiment est rendu à la fin de sa vie utile. Il n'est pas récupérable. Il faudrait déconstruire et reconstruire. Puis là, je vous dis qu'au niveau patrimonial, ça ne serait pas avantageux de démolir et reconstruire à l'identique. Ce n'est pas un bâtiment qui contribue à la valeur patrimoniale du site patrimonial cité du parc du domaine Howard parce qu'il a, pas juste par son état physique, par sa localisation, son implantation, la façon qu'il a été construit, tout ça fait en sorte que si on reconstruit une autre serre, on devra réévaluer où
au niveau de l'implantation, au niveau du style, parce que là, le style architectural, les composantes de cette serre-là ne s'intègrent pas du tout à la serre de 1914. Donc, il faudra que ça soit revu dans son ensemble et de parler de reconstruction identique, ce n'est pas protéger la valeur patrimoniale du site patrimonial cité du parc du domaine Howard. Petite question, puis après ça, je vous passe la parole, M. Lacoste. Juste petite question, parce que ça peut avoir un impact. Là. Est-ce que, parce que la serre de 1914, qu'elle, on veut absolument préserver, elle est attachée à la maison du jardin, est-ce que d'attendre, est-ce que ça pourrait, probablement que vous ne pouvez pas nous répondre, ça serait plus les ingénieurs, là, mais moi, j'ai une crainte aussi que si on n'intervient pas sur le bâtiment qui est en voie de dégradation, est-ce qu'on pourrait venir engendrer des dommages sur la serre qui, elle, de 1914, on veut garder? Là, ça, moi, je n'ai pas les compétences techniques pour dire ça, parce qu'ils sont attachés ensemble, la serre de 1914 à la maison du jardinier, et ça serait assez dramatique, c'est sûr. Là. Mais je vous voyais réagir, M. Lacoste, de toute façon, je vous passe la parole, puis on... En fait, je suis d'accord, si on veut reconstruire une serre, peu importe l'orientation du plan directeur, il va falloir la mettre à terre. Ça on s'entend, pas réparable. Par contre, ce qui m'inquiète, puis c'est ce que j'entends autour de la table, c'est que ça fait 10 ans qu'on le sait, sur un site patrimonial cité. Donc, on est supposé d'être le gardien de notre patrimoine, l'exemple à donner au niveau de la ville. Là, aujourd'hui, on dit, par négligence, ça fait 10 ans qu'on le sait, puis on n'a pas entretenu 2 éléments d'un site patrimonial cité. Quel signal ça envoie aux gens de dire, maintenant, comme nous, on a négligé pendant 10 ans, on se permet de le démolir avant même la conclusion et avant même de séparer ou d'enlever ces éléments du règlement de citation. Et puis, je comprends, là, le règlement, il faut qu'il passe par ici pour parce que si ces éléments-là n'étaient pas dans le règlement de citation, ça ne passerait pas ici. Ce pas des bâtiments qui datent d'avant 1940. Et là, on ne se poserait pas la question, les bâtiments seraient démolis présentement et malheureusement ou heureusement, selon la version qu'on a, ils font partie du lieu patrimonial cité. Donc, c'est un drôle de signal qu'on envoie si on dit « go, on démolit », même si c'est pour reconstruire d'autres choses ou même si c'est pour remplacer par des sentiers et des jardins. Là. Ça, moi, je n'ai pas l'information. Pourquoi, à l'époque, quand on a cité le site, on a inclus ces bâtiments-là? Est-ce qu'on peut les exclure? Est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport à ça? Moi, je suis curieuse peut-être de vous entendre, Mme Bergeron, là-dessus. Là. Je vous dirais que l'évaluation patrimoniale de 2014 était plus sommaire et j'ajouterais aussi que les sources d'information de l'époque, les sources d'information archivistiques étaient moins disponibles à l'époque, là, mais donc oui, c'est ça. Là. Je vous dirais que l'information, l'évaluation de l'époque était beaucoup moins documentée en archives au niveau historique que ce qu'on a comme information aujourd'hui. Là. Donc, ça avait été un Donc, peu il y a un certain meilleur culpa qu'on peut se faire, oui. Là. Merci. Donc, il y a certains membres qui n'ont pas nécessairement, qui se sont pas exprimés. J'essaie de voir un petit peu l'orientation qui se dégage parce que je vois de toute façon, nous, c'est une recommandation qu'on fait au comité de démolition. Ensuite, le comité de démolition va faire une recommandation au conseil municipal. Il va être décisionnel, mais en même temps, il faut que ça passe en conseil municipal. C'est ça, il prend la décision, puis après ça, le conseil municipal. Mais donc, le conseil municipal, techniquement, pourrait renverser. C'est ça. Il pourrait servir de cour d'appel. Exact. Donc, tu sais, on a il y a deux visions. Moi, il y a deux visions. Il y a la vision, effectivement, moi, je pense que tout le monde, on s'entend que les choses ne sont pas faites dans le bon ordre. Là. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le fait accompli au niveau exemplarité? Il y a ce morceau-là, mais je comprends aussi qu'on peut, au niveau communicationnel, expliquer aussi que la citation, le règlement de citation peut être modifié. Mais moi, je veux deux options. Soit on regarde ensemble qui est favorable à qui est positif par rapport à la recommandation qui est négatif, envoyer la recommandation ou demander de reporter le dossier avec plus d'infos, mais on s'entend que l'information va nous amener quand même
Peut-être à la même chose, mais on peut se donner ce temps-là. Moi, c'est les deux possibilités que je verrais de le ramener à ce moment-là, une séance à l'automne avec davantage d'informations sur peut-être quelqu'un des bâtiments qui peut nous parler, quelqu'un de... Ou bien on y va tout de suite avec une recommandation. Est-ce que je pourrais peut-être avoir un vote indicatif de qui est favorable à la recommandation? La recommandation du service qui est d'aller de recommander la suite des démarches pour la démolition. Et Madame la Présidente, Oui. juste avant de allez-y. passer au vote indicatif, je ne sais pas si je pourrais rajouter une mini-affaire là. Vas-y. C'est sûr qu'on s'entend tous sur le fait que les choses auraient pu être faites différemment, puis que ça aurait pu suivre à notre cours. Sauf que avec la maigre expérience de 2-3 ans que j'ai là au conseil municipal, ce que je remarque, c'est qu'on travaille beaucoup avec des êtres humains, puis on travaille avec des processus qui changent en permanence. Et moi, j'ai dû l'apprendre un peu difficilement avec le stationnement Webster qui a fermé la semaine de la collation des grades et j'avais tous les commerçants sur le dos qui disaient ça se peut pas, vous pouvez pas fermer, mais le message des ingénieurs était catégorique. Vous le fermez ou il va avoir un danger. Donc, on a dû le fermer. Après ça, on le sait, tous les problèmes que le centre-ville a eu. Fermer 400 places de stationnement en une shot comme ça, sans préavis, rien, c'est difficile. Nous, quand on est arrivé en 2021, ce qu'on nous avait dit, c'était vous investissez 250 000 $ dans ce stationnement-là, il est bon pour 6 ans ou 10 ans encore. Finalement, 1 an après, il était fermé. Donc, on a dû prendre les mesures comme ça. Puis, je parle de cette histoire-là pour faire le parallèle avec la serre en disant on aurait pu travailler, on aurait pu voir. On nous a dit à un moment donné, si vous mettez un 2 millions de plus, vous pouvez le réouvrir et tout. Mais finalement, on a réussi à le mettre à terre pour 600 000. On a fait gagner de l'argent aux contribuables. On a gagné du temps surtout. Puis là, on se retrouve avec une situation là où, oui, on a 100, 130, 150 places au centre-ville, mais on peut maintenant penser au futur. Et c'est là où je me dis que on pourrait faire travailler les services et leur demander une inspection exhaustive des bâtiments, leur dire revenez-nous avec la serre et tout ça. Mais là où il y a un point tournant quand même, c'est quand on nous dit que vous vouliez la refaire en entier ou que vous vouliez comme la garder, tout ça, il va falloir quand même la détruire. Fait que c'est là où je ferai la distinction entre le processus de comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on ait vraiment un bon avis de notre patrimoine, c'est quoi l'état et tout ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on prend de plus en plus la mesure de nos actifs et de notre patrimoine et notre immobilier, puis on met des bonnes procédures pour ça, mais que pour le moment, il y a la partie de la serre que je dirais comme si on accepte la recommandation que les services ont fait en disant là, on l'accepte, mais on veut vraiment que pour toutes les prochaines fois, il y ait comme les choses soient faites dans l'ordre. On ne fera pas travailler les services sur une réponse qu'on semble, c'est sûr qu'on n'a pas toute l'information, je suis d'accord avec vous, mais qu'on semble déjà connaître qui dit que, honnêtement, en ce moment, à 80-85%, là, il va falloir quand même la mettre à terre. Fait qu'on pourra avoir plus de détails de pourquoi, là, mais... On vous entend plus maintenant. Ouais. C'est pas la structure qui m'inquiète, puis c'est pas d'avoir plus d'informations des services, plus que dire pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant on vote? Les bâtiments sont déjà vides, sont déjà sécurisés d'une certaine façon. Là. Donc, moi, mon questionnement, c'est pourquoi le vote maintenant là-dessus? Au final, là, on se reparle dans 3 mois avec l'ensemble des changements de règlement de situation, changement le plan directeur déposé, ou du moins très, très proche d'être déposé. Là. Puis je voterai oui. Mais maintenant, non. Je comprends. Je comprends très bien. Là, on peut y aller avec la recommandation telle qu'elle est écrite en ce moment. Puis si on voit que c'est défavorable, j'aurais peut-être une proposition quand même à faire de modulation à ce moment-là. Mais en même temps, là, j'entends ce que M. Lacoste dit. Puis moi, je comprenais qu'on voulait plus. Certains veulent plus d'informations, mais les informations vont nous mener à la. Fait que là, c'est plus au niveau du processus. Est-ce qu'on veut. Moi, je pense que M. Lacoste, je vous comprends très bien si vous voulez voter contre. Les autres membres, comment vous positionnez là-dessus? J'aimerais vous entendre là, pour être sûr qu'on puisse aller
À la suite. Oui. Là, je vois que vous me regardiez. J'imagine que. Ben, c'est parce que je vois votre main levée, mais après ça, je vais vouloir. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas entendu M. Mongrain non plus. Là. Je ne sais pas si lui avait quelque chose à ajouter. Non? OK. Parfait. OK. Moi, ce qui était important, c'était de savoir justement si on. Si on avait évalué, ce serait quoi de maintenir le bâtiment, mais là, vous êtes catégorique formel que de toute façon, il faudra le déconstruire. Donc, dans cette mesure-là, mais je voudrais pas, par exemple, qu'on passe à une prochaine étape de. Je pense qu'on a des choses à faire avant de décider ce qu'on va faire avec cet espace-là. Puis je pense que si on doit déconstruire, il faut maintenir cet espace-là si jamais on décide qu'il faut qu'on reconstruise quelque chose là. Ben, en fait, c'est pour ça que le plan est temporaire au niveau le plan de réimplantation, parce que pour une démolition, il faut avoir un programme d'implantation, mais pour ce dossier-là, il était temporaire justement parce qu'on est en plan directeur. Ça n'enlève pas là, que ça aurait dû se faire différemment, là, mais moi, je quand même là, que ça, c'est temporaire, le réaménagement, pour garder toute la latitude pour la suite des consultations. Et il y aura un ajustement, je pense, là, puis on aurait aimé qu'il se fasse avant là, sur comment on mène la suite des consultations à ce moment-là, si la recommandation est favorable, pour s'assurer de tenir en compte. Oui, puis là, on va vraiment avoir besoin que le plan directeur, qu'on écoute la population, qu'on écoute nos services sur leurs besoins, etc. Ça va vraiment être important qu'on sache tout ça. Là. Absolument. Madame Bergeron, ensuite Madame Pilon, puis on va essayer de conclure. Ben, c'est seulement pour vous dire là, que je voulais mentionner tantôt là, nos services, division des bâtiments, division des parcs, principalement division des bâtiments, sont en cours d'étude de plusieurs études, ce qu'on appelle des carnets de santé pour la majorité, pour plusieurs bâtiments du domaine, là, pavillon 1, pavillon 2, pavillon 3. L'ensemble des bâtiments des serres sont... les études ont été réalisées. Donc, c'est pour ça que je vous dis... c'est dans le cadre du plan directeur que ces travaux-là se font en parallèle. Madame Pilon? Moi, c'était une préoccupation vraiment citoyenne, c'est ça mon rôle ici. Mais dans le sens que, si j'entends bien que le bâtiment doit être démoli dans tous les cas et tout ça, je me dis, juste si on le fait maintenant sans plan à plus long terme, est-ce que ça va rester comme un endroit un peu désaffecté, limite dangereux, s'il y a comme des débris qui demeurent, fait que ma préoccupation, ce serait juste que si c'est fait avant le reste du projet, ce soit fait en bonne et due forme pour que vraiment le site soit laissé, puis que le reste du parc puisse continuer à être agréable à vivre, puis beau esthétiquement, qu'il n'y ait pas un espèce de trou désaffecté qui reste pendant X nombre d'années en attendant qu'on ait un plan plus global et une reconstruction. Que je ne sais pas si on peut inclure ça dans la recommandation, mais que ce soit, si c'est fait avant le reste du projet, que ce soit fait de manière à laisser le parc le plus esthétique et viable possible. Je pense que le plan temporaire, c'est surtout de l'aménagement paysager, si j'ai bien compris, Mme Bergeron. Oui. Dans le fond, c'est inclus ça dans la recommandation. On fait une recommandation favorable avec un plan d'aménagement paysager temporaire en attendant que les décisions se prennent. Là. Ça, c'est certain parce qu'on n'autorise pas des démolitions pour justement garder des espèces d'espaces vides, même si on a des exemples dans le passé où ça s'est fait. Là. Merci. Donc, je vous demande, dans le fond, de vous prononcer sur la recommandation telle qu'elle est faite par les services. Vous avez le droit de mettre une dissidence, puis on pourra voir par la suite ce qu'on fait avec ça. Donc, la recommandation est de faire une recommandation favorable pour le comité de démolition, considérant l'état vraiment vétuste des bâtiments, qu'il y a une déconstruction qui va être à prévoir de manière certaine. Fait qu'en langage simplifié. Donc, pour ou contre la démolition. La recommandation des services vous convient ou non. OK. Donc, s'il y a des distances, c'est maintenant. Oui. Donc, M. Lacoste a une distance.
Pour les autres, ça va? Non, moi, je suis contre. OK, bien, c'est ce que je vous demande. Sorry. OK, donc Je suis 2 contre. dissidences. Pas assez d'informations. Moi, la proposition que vous allez faire plus tard. OK. Et moi, je suis très mal à l'aise aussi, mais j'aime ce que Mme Pilon a amené aussi, là, de rajouter quelque chose, préserver le site afin de décider ce qu'on fait après. Mais ça, c'est déjà dans le. C'est déjà parce Et qu'il y a ça un parle plan de sentier. d'implantation. Hein? Ça parle de sentier dans les documents, là. Non, c'est de l'aménagement. C'est juste de l'aménagement temporaire paysager. C'est Mme Robichaud qui veut. Ben, est-ce que moi, je dois mettre mon vote étant donné que je suis là à titre de présidente de la commission? Absolument. Bon, ben moi, je vais mettre ma dissidence aussi, là, en attendant la suite des travaux de la commission. On aurait 3 dissidences. Donc, ça serait à la majorité, mais avec 3 dissidences. Ça vous convient? Parfait. Donc, j'imagine qu'on n'aura pas besoin de refaire, on pourrait faire la courte présentation pour la Maison du Jardinier, mais ça risque d'être les mêmes informations là, parce que c'est un point à part. Donc, Mme Bergeron, peut-être nous faire la présentation. Si on a des questions vraiment spécifiques à la Maison du Jardinier, on pourra y aller, mais sinon, on pourra reprendre aussi la recommandation. Ça vous va comme ça? Donc, Mme Bergeron. Ouais, vous voulez que je vous passe la présentation parce que c'est très, très, très similaire. Là, c'est seulement au niveau architectural, c'est pas le même type d'architecture, mais c'est un bâtiment qui est contaminé à l'amiante et délabré au niveau physique. Là. Il n'est pas dans le même état structural. C'est la contamination à l'amiante qui crée. Mais voulez-vous que je le refasse au complet ou Est-ce que les membres, vous aviez pris le temps de regarder la présentation? Est-ce que vous avez des questions spécifiques peut-être sur la Maison du Jardinier? Pour être sûr qu'on a. Oui, Mme Lefebvre. Mais là aussi, c'est quoi l'objectif après? Parce qu'il est vraiment à côté, à l'autre serre qu'on veut préserver, là. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'impact de la démolition sur la plus ancienne serre? Comment on va gérer ça? Là? Pour la protéger, protéger, quelqu'un peut nous répondre ici parce que les ingénieurs ne sont pas là, mais Mme Bergeron, le souhait de préserver absolument la serre de 1914, ça c'est. C'est ça, donc. Je pense que c'est moins dommageable de la démolir qu'elle s'effondre en étant attenante à la serre. Selon moi, là, il y a plus de moyens de protection, mais Mme Bergeron, peut-être que vous pouvez nous répondre. La seconde maison du jardinier, c'est pas un enjeu structurel, comme je l'ai dit, c'est un enjeu d'amiante et l'état physique de multiples composantes qui sont dégradées et qui devraient être remises aux normes. Mais il faut dire que l'impact de cette démolition-là et de la vocation horticole, comme je vous ai dit tantôt, là, il y a un rapport complet qui est en étude avec différentes options, 3-4 options. Est-ce qu'on reste sur... est-ce qu'on conserve la vocation horticole telle qu'elle? Est-ce qu'on conserve la vocation horticole au domaine, mais différemment? Est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on déménage la vocation horticole ailleurs? Donc, il y a un mandat qui a été donné à l'externe pour évaluer le coût et les impacts de ces différentes options-là. Et qui est en marge, comme je vous ai dit, du plan directeur. Il n'y a toujours pas d'option qui est de conserver le bâtiment et de le mettre aux normes. Là. Oui, il y a une option, comme je le dis, statu quo, mais statu quo, dans le fond, de démolition, reconstruction à l'identique. Mais je vous avoue qu'il faut dire déjà que ces bâtiments-là ne répondent pas aux besoins de nos services. La serre de 1947 ne répond pas aux besoins horticole d'une municipalité de l'ampleur de la ville de Sherbrooke. Donc, si on conserve la vocation horticole au domaine, il faudra construire une autre serre plus grosse ailleurs au domaine parce que la serre actuelle ne répond pas au domaine. Même si on la démolissait et reconstruisait à l'identique, même dimension, il manque en superficie
de la superficie de production horticole au domaine Howard. Donc, comme je vous dis, ça ne répond pas aux besoins. Fait que tout ça fait partie de l'étude, là, l'étude des besoins, des superficies, des coûts, des options que les services sont en train d'évaluer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Encore une fois, là, je pense qu'on s'entend tous. Là, puis moi, M. Lacoste, je tiens à le dire, là, je considère beaucoup votre point de vue sur l'exemplarité. Je pense qu'on doit être exemplaire. Je pense que dans notre explication, ça sera important, peu importe à qui on parle, de le mentionner que pour nous, dans la démarche, ça ne s'est pas nécessairement fait dans le bon ordre, mais qu'on est devant un constat où là, il y a des enjeux de sécurité et tout. Mais je pense que c'est important de quand même restituer. Ce ne sont pas des dossiers faciles. Là. Moi-même, cette serre-là, ce site-là, j'ai des souvenirs à profusion. C'est un site important. Je pense qu'on doit, Mme Lefebvre vous le dit tantôt, là, mais on doit faire aussi un petit peu une rétrospective de pourquoi on en est venu là. Puis au niveau de la gestion de nos actifs, je pense que c'est une réflexion qu'on a en ce moment et qui est essentiel parce qu'on ne veut pas un deuxième. On n'en veut pas un deuxième et un troisième comme ça. Ce n'est pas un dossier qui est le fun à traiter. Alors, j'ai M. Frédéric qui voudrait parler, puis M. Lemelin, pardon. Oui, dans le fond, si je comprends bien, la seconde maison du jardinier, ce n'est pas un enjeu de sécurité, d'écroulement ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de la maison ne répond pas aux besoins actuels et elle a de l'amiante. Donc, si on prend cette information-là, on parlait d'exemplarité, dire la seconde serre, elle était dangereuse, qu'on veuille être exemplaire ou non, il faut la démolir, mais dans le cas de la seconde maison, ce n'est pas le même enjeu, si je comprends bien. On pourrait tenir le point et dire on va attendre le rapport, qui risque de dire qu'on la remettra pas aux normes, là, je ne le sais pas, mais dans ce cas ici, on pourrait se donner le luxe d'attendre le plan directeur complet. Là. C'est ma compréhension. Est-ce que c'est la bonne compréhension, Mme Bergeron? Donc, oui, mais elle ne peut pas être occupée en ce moment. C'est bien ce que je comprends. Non. Pour la seconde maison du jardinier, elle est inoccupée pour cause de contamination à l'amiante, puis aussi des insectes et plusieurs contaminants. Donc, la raison principale, c'est la contamination, la raison de l'inoccupation. Donc, Sherbrooke Loisirs Action a quitté les lieux depuis quelques mois déjà. Mais elle est aussi l'état physique. Là, il y a plusieurs composantes qui sont rendues à la fin de leur vie utile ou qui ne sont pas aux normes actuelles. Donc, qu'il faudrait. Mais comme vous avez précisé, il n'y a pas d'urgence au niveau structural. Le bâtiment ne s'effondrera pas demain matin. Donc, ce n'est pas urgent comme la serre de 1947. OK. Donc, ici, peut-être ce qui pourrait être proposé, moi, ma seule inquiétude par rapport à la maison du jardinier, c'est s'il y avait justement un enjeu de sécurité tellement important que ça pourrait faire nuire à la serre de 1914. Mais je comprends, je ne sais pas si les membres seraient favorables à là, mais on pourrait se donner du temps par rapport à la maison, puis justement pouvoir avoir un volet de plus d'exemplarité, étant donné que la sécurité n'est pas, mais de reprendre un peu la résolution, de refuser la demande de démolition, mais en ajoutant afin d'obtenir toutes les informations nécessaires. Mais on pourrait quand même ajouter, moi je le garderais, Maître Roussel-Canouel, sauf si les enjeux de sécurité sont trop importants et ne permettent pas de retarder la démolition et mettraient en péril la préservation de la serre de 1914. Est-ce qu'on pourrait ajouter ça, selon vous, Maître Roussel-Canouel, juste pour s'assurer que s'il y a un enjeu, que si on ne démolit pas, la serre pourrait être endommagée, la patrimoniale, on puisse... Non, mais on peut faire... C'est juste la décision. Il est résolu de recommander au comité de démolition. Nous, on peut ajouter des éléments pour s'assurer que... Pour des raisons de sécurité, il faut quand même donner une autorisation pour la défaire. Là.
En fait, il faut distinguer la décision qui est prise du comité de démolition Ça. décidé. Ça c'est un autre dossier, c'est le même dossier, mais eux sont décisionnels, donc eux ne pourraient pas prendre ce genre de décision-là. Mais vous, en tant que CCU-CLP, c'est une consultation qui est faite auprès de vous. Vous n'êtes pas décisionnel, c'est votre recommandation, si c'est vers là où vous voulez aller, de le refuser, sauf si des enjeux de sécurité. En gros, vous donnez le signal au comité de démolition de attendez donc, sauf s'il y a des enjeux de sécurité. Sécurité ou de risque pour la serre. Ouais. Est-ce que ça vous conviendrait de cette manière-là? Oui, c'est refusé, sauf s'il y a des dangers pour notre serre ou des risques de sécurité. Je voulais juste peut-être ajouter qu'on a déjà les rapports, là, il est déjà joint, annexé au sommaire décisionnel, le rapport d'expertise, la division des bâtiments est joint avec tous les éléments, puis le rapport d'expertise en amiante est déjà joint au sommaire décisionnel, là. Oui, absolument. Ce qu'on n'a pas, c'est tous les différents scénarios étudiés à l'heure actuelle, quand même. Oui. Ouais, allez-y. Ouais. Donc, considérant que la vocation du domaine Award sera analysée dans le cadre du plan directeur, considérant qu'il serait opportun d'attendre le nouveau plan directeur avant de démolir le bâtiment, considérant que le CCU-CLP a pour fonction de donner son avis sur des sujets relatifs à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel, considérant que les membres considèrent que les informations au dossier sont insuffisantes pour se prononcer d'un point de vue de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel, considérant qu'il n'y a pas d'urgence de le démolir, il est résolu de recommander au comité de démolition de refuser la demande de démolition afin d'obtenir toutes les informations nécessaires, sauf si les enjeux de sécurité sont trop importants et ne permettent pas de retarder la démolition ou s'ils mettraient en péril la serre de 1914. Est-ce que ça... Oui? Au début, on dit, parce qu'il y a un plan directeur qui s'en vient, là, dans les considérants, alors qu'à la fin, on dit, on refuse, on n'a pas de délai, là, dans le sens que, est-ce qu'il faut spécifier qu'on refuse la démolition tant qu'on n'a pas vu les plans directeurs? Ou comme si on a les considérants, on considère qu'ils sont là. Oui, c'est ma question. En fait, c'est pour ça que j'ai ajusté de refuser la demande de démolition afin d'obtenir toutes les informations nécessaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que le comité de démolition, lorsqu'ils vont siéger, ils n'auront pas le choix de refuser ou d'accepter la démolition. Donc, c'est sûr que s'ils refusent la démolition, rien n'empêche éventuellement, lorsque les informations seront au dossier, de représenter une nouvelle demande de démolition complète. Là. Parfait. Ça vous va comme ça? Oui. Moi, je mettrais ma dissidence. Pour les mêmes raisons que je trouve que c'est bien de faire les choses dans le bon ordre. On va avoir un rapport, puis on va arriver à la même conclusion. Fait que je trouve qu'on fait juste repousser une décision quasiment certaine là, à plusieurs mois. Fait que je mettrais ma dissidence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres dissidences? Okay. Donc, on irait comme ça pour la recommandation. Merci beaucoup. Je répète que ce n'est pas un dossier facile, puis qu'on aura à le revoir en comité de démolition à prendre des décisions là-dessus. Ce n'est pas évident, ce n'est pas de gaieté de cœur. Puis, pour la population, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu faire toutes les étapes dans le bon ordre pour bien préparer, puis pour s'assurer qu'à même le plan directeur, on puisse vraiment préparer les gens aussi. Puis, je suis certaine que, bon, il n'y a aucune mauvaise volonté là-dedans, mais encore une fois, je pense qu'il faudra apprendre de nos erreurs pour la suite, puis vraiment maximiser la communication interservice pour s'assurer qu'on prend les décisions en ayant toutes les informations et dans le bon ordre. Donc, merci beaucoup, Mme Bergeron, d'avoir été présente. Merci pour les explications. Puis, ça nous amènerait au prochain dossier. Mais merci, Mme Robichaud, aussi d'avoir été là avec nous pour le Conseil local du patrimoine. Donc, ça nous amènerait au point 7.1.1, la demande d'approbation d'un projet résidentiel intégré et d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est un PRI, intersection des rues Chalmers et La Marche dans le district d'Ascot. C'est dans le secteur du Carré-Belvédère. C'est un dossier que les membres du CCU ont vu en orientation. Donc, c'est Mme Beauchamp qui va nous présenter le dossier. Oui, donc, bon matin. Alors, ce matin, je vous présente en recommandation justement le PRI et le PIA qui est situé au coin des rues Chalmers et La Marche.
Donc, on parle ici d'une construction de 4 bâtiments de 24 logements et un bâtiment de 18 logements, donc en tout 5 bâtiments. Et c'est justement concernant le règlement de zonage sur les projets résidentiels intégrés et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le projet se situe dans le secteur du carré Belvédère, je le répète, au coin de la rue Chalmers et La Marche. Le parc des géologues longe une partie du projet. On parle de 5 bâtiments résidentiels de 3 étages chacun. Le projet se situe dans la zone H0889 et l'usage multi-logement est autorisé. Le plan d'implantation qui est proposé ici, il y a eu des modifications suite aux orientations du Comité consultatif d'urbanisme central, le dernier en mai. Donc, il y a une bande tampon de 4,5 mètres qui a été ajoutée entre le construit et le futur projet. Il y a eu un inversement d'implantation du bâtiment, le bâtiment numéro 5, pour justement laisser de l'espace entre le construit et le futur projet. On parle d'un total de 158 cases de stationnement pour l'ensemble du projet, donc un ratio de 1,39 cases par logement. 146 cases sont à l'extérieur, 12 à l'intérieur. L'aire d'agrément est située en plein milieu du projet. Le terrain est actuellement boisé, complètement boisé. L'intérêt du promoteur est de conserver cette zone-là boisée le plus possible. On parle d'un aire d'agrément de 19 %. Au zonage, on demande un minimum de 15 %, donc il en donne un petit peu plus. Perspective à partir justement de Chalmers-la-Marche du projet de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, vous voyez vraiment dans le milieu, la portion boisée, c'est l'aire d'agrément. Et ce qui est en blanc, c'est la portion qui est déjà construite ou en construction. Encore une fois, une autre perspective du projet. Donc, vous voyez aussi au niveau de l'architecture, il y a eu des changements au niveau des matériaux, des couleurs, tels que demandé aussi par le service et le CCU. Sur la marche, et là, c'est plus à l'intérieur du projet avec justement les stationnements, le côté boisé. L'aire d'agrément encore qui est située dans le milieu. Et tous les balcons donnent sur justement l'intérieur du projet, donc la cour intérieure, si je peux expliquer ça comme ça, et sur l'aire d'agrément. Et là, si on passe au niveau du PIA, donc je vous présente là, les façades, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Voici, tous les bâtiments sont pareils au niveau de l'architecture et des matériaux. Donc, les matériaux respectent ce qui est demandé au règlement de zonage. On parle de briques, on parle de pierre, on parle aussi de panneaux de fibrociment et de l'acier. Vous voyez les couleurs aussi, c'est des couleurs qui s'agencent très bien ensemble. Et pour ce qui est de la recommandation, je ne vais pas tout lire les éléments, mais on recommande que le projet résidentiel intégré tel que déposé, ainsi que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit accepté. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? C'est quand même un dossier qu'on avait discuté abondamment, mais n'hésitez pas s'il y a des modifications. Est-ce que les modifications qui ont été apportées suite à nos commentaires vous conviennent? Super. Moi, c'est certain qu'au niveau stationnement, j'ai hâte qu'on puisse se mettre peut-être presque des maximums, mais ça fait beaucoup d'espace. Mais en même temps, on a, bon, il y a un effort quand même de fait de diminution. On sait que c'est un secteur qui peut encore bénéficier d'amélioration au niveau du transport en commun. Mais bon, la préservation de la zone d'agrément boisé, je pense que c'est un plus. Les balcons aussi autour, ça me convient. Donc, tout le monde est favorable à la recommandation? Parfait. Oui. Ben, ce dossier, Mme Beauchamp, je pense qu'il faut qu'il chemine rapidement au conseil municipal. Oui, absolument.
Oui, ajout à faire. Alors, si vous me permettez, si vous nous le permettez, on aimerait pouvoir, sans avoir approuvé préalablement le procès verbal, pouvoir le faire cheminer en conseil municipal pour qu'il puisse évoluer. Est-ce que ça vous convient, l'ensemble des membres? Parfait. Donc, il pourra cheminer rapidement. Merci beaucoup, Madame Beauchamp. Ça nous amène, ça a été beaucoup moins long que prévu pour ce dossier-là, donc ça nous amènerait déjà au dernier dossier d'aujourd'hui, la demande d'amendement au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone C 1157, 12e Avenue Nord. Donc, c'est aussi un dossier qu'on a préalablement vu en orientation, alors qu'il nous est présenté aujourd'hui par M. Pereira, en l'absence de M. Lapointe. Merci d'être avec nous. Bonjour, je vais essayer d'être concis, ce qui est très difficile pour moi, parce que j'aime beaucoup parler ici en votre présence. Donc, je suis bien content d'être ici parmi vous. Comme Madame la Présidente le mentionne, c'est pour la zone C1157, 12e Avenue Nord. Donc, mise en contexte assez rapide, la présente demande d'amendement concerne la zone commerce C1157, conscrite à l'ouest par la 12e Avenue Nord et au nord par le chemin du Plessis, que l'on voit ici, chemin du Plessis qui va jusqu'à l'aréna Julien Ducharme, dans laquelle nous retrouvons une diversité d'usages en bordure de la 12e, que ce soit résidentiel, commercial et public communautaire, que ce soit de la rue, de l'intersection Brulotte jusque-là, une zone hautement dynamique qui est vouée à avoir beaucoup de changements, au grand plaisir de Mme Bertha dans l'Est. Donc, c'est très plaisant. Donc, la demande est en lien avec une autre demande déposée qui vous a été présentée, je pense, à 2 ou 3 reprises que M. Lapointe me mentionnait. C'est pour le projet de PPC-moi pour le carré santé. Il n'y a pas d'erreur, ça s'écrit comme ça, santé. Donc, un projet qui va revenir ici pour le PPC-moi et le PRI, qui est le projet résidentiel intégré, qui, lui, se trouve dans la zone d'habitation H1156. Donc, rapidement, c'est le projet ce qui apparaît ici, c'est vraiment à titre indicatif parce que ça va être retravaillé, bien évidemment. Actuellement, c'est le PRI, le projet résidentiel intégré, qui est composé de 3 bâtiments dans lesquels vont être ajoutés le bâtiment 4, 5 et 6, qui sont des habitations multifamiliales. Un PRI, on se souvient, qui est toujours en lien avec un PIA. Donc, vous allez revoir tout ça en lien avec l'architecture, l'aménagement, tout ça. Donc, qui apporte cette plus-value-là au projet. Et le projet en question ici, commercial et public communautaire, qui est le bâtiment en rouge, donc en lien avec la santé humaine, un lieu stratégique avec le CHU à l'arrière. Donc, les usages qui vont être demandés dans une demande ultérieure, c'est vraiment le C2, le C3 et le public communautaire P1, P2, qui lui vient donner la raison du pourquoi on est ici aujourd'hui en train de vous présenter ce projet-là. Donc, c'est un projet un peu moins concret qu'une démolition d'un bâtiment patrimonial ou un projet résidentiel intégré comme Mme Beauchamp. Cela dit, non moins intéressant. C'est plus au niveau de la planification, on est vraiment au niveau du schéma d'aménagement. En effet, la zone ici, la H1156, où le projet Carré Santé est visé, ainsi que la C1158, le H1160 et la zone visée par l'amendement, la C1157, sont dans une aire d'affectation du sol qui est appelée mixte dans le schéma. Il ne faut pas confondre ici le zonage et le schéma. C'est une autre chose. On est vraiment au niveau de la planification. La Ville de Sherbrooke, présentement, a un schéma plan. Bientôt, on aura un plan. Mais c'est nos outils de planification. C'est vraiment les BIB avec lesquels on travaille. Et ça pose un peu problème parce que les usages du groupe public communautaire sont associés à une fonction complémentaire qui est institutionnelle et communautaire structurant au schéma. Fonction complémentaire à ne pas confondre avec un usage complémentaire à une habitation. Ici, on est vraiment au schéma, mais c'est quand même le même principe. Tu as l'usage principal, puis le complémentaire doit être complément, mais ne doit pas en proportionnalité être majoritaire. Donc, le prof en moi, ça, c'est la Bible, c'est le schéma, puis ça, c'est vraiment l'outil de travail des urbanistes. On se base sur ça pour voir sur ce tableau-là, qui est la grille des affectations des fonctions, pour vraiment voir la conformité au schéma. Donc, ici, ce sont les affectations qu'on retrouve à l'intérieur du périmètre urbain, la fonction mixte et les fonctions dominantes ou complémentaires. Puis ça, c'est la fonction à laquelle on se réfère, qui est bien évidemment complémentaire. Si on revient à nos moutons.
Donc, dans la zone C1157, l'usage P2 est considéré comme complémentaire. Donc, si pour pour que le projet du carré santé soit viable, en fait, il faut autoriser des usages de cette classe d'usage P2 qui, eux, deviennent complémentaires. Donc, la proportionnalité de ces usages-là pourrait surpasser les usages, la fonction dominante, en fait. Donc, c'est assez complexe, assez métaphysique, mais vous pourrez poser des questions à la fin, là, mais c'est vraiment tout l'aspect de la fonction dominante, la fonction complémentaire. Le complémentaire ne doit pas dépasser le dominant. Donc, les urbanistes étant des bibliothèques créatives, donc, ce que l'on propose, en fait, c'est dans la zone C1157, il y a deux usages qui correspondent à ces fonctions-là, soit le P201 et le P206. Donc, on viendra abroger les usages P201 et P206 dans une partie de la zone C1157. Pour ce faire, on viendrait créer la zone C1965 dans laquelle les usages P201 et P206 seraient abrogés et la partie restante de la C1157 conserverait la liste des usages et des classes d'usage autorisées. L'étude des enjeux là-dedans, on retrouve 5 propriétés dans la zone C1157 qui sont touchées par l'abrogation de ces deux usages-là. Actuellement, aucune des propriétés n'exerce actuellement de tels usages. On retrouve une résidence étudiante, des bâtiments mixtes. Ici, il y a de la restauration, un gym et beaucoup d'habitations. Ici, il y a une habitation multifamiliale. Un terrain vacant à l'arrière, très peu probable pour ce type d'usage-là, puisqu'en deuxième rang. Donc, l'enjeu n'est pas là. Et l'autre partie du terrain, par contre, qui, elle, resterait dans la zone C1157 et conserverait ces deux usages-là, dans l'analyse de mes collègues, c'est plus intéressant puisqu'on retrouve un CHSLD. CHSLD, je dis. Pardon. Donc, plus propice à ce type d'usage-là. Puis le terrain vacant à l'arrière appartenant au CUSS de l'Estrie-Chu. Donc, usage propice à ce type de propriété-là. Donc, la recommandation, comme mentionné, c'est de créer la zone C1965 à même la zone C1157. La nouvelle zone C1965 conserve tous les usages et vous voyez vraiment une grande liste d'usages, donc beaucoup d'opportunités, que ce soit commerciales ou résidentielles, pour ces lots-là, mis à part les deux usages P. Et le reste, c'est de la poutine normale, là, les bureaux de 750 mètres et plus, etc. Donc ça, c'est vraiment l'emboîtement. La première partie, on va revenir vous voir pour compléter le PPC, pour l'approbation du PPC-moi, dans lequel, encore là, c'est un zonage dans le zonage, très intéressant pour vous parce que vous allez avoir votre mot à dire là-dessus. Et pour compléter le projet résidentiel intégré des bâtiments qui restent, encore là, lié à un PIA, donc ça va revenir ici et ça va être très intéressant pour vous et vous allez pouvoir apporter votre plus-value à ce projet-là. Donc, ça fait le tour pour moi. Super. Merci beaucoup. Ben oui, c'est très clair, très précis. Bon professeur. Je ne sais pas s'il y a justement des questions, des commentaires. Oui, on avait déjà vu le dossier en orientation, mais des fois, il y a des choses qui nous qui reviennent. Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que il y a toujours le questionnement quand on retire dans une zone un usage, mais dans ce cas-ci, étant donné, oui, c'est ça, mais dans ce cas-ci, étant donné que c'est en deuxième rang, donc moins propice, puis qu'on garde une zone aussi qui va pouvoir conserver ça, moi, je suis plus à l'aise dans ce contexte-là. Là. Ouais, tout à fait. Donc, la recommandation vous convient telle quelle? Oui. Ben, c'est ce qui m'est fait au dossier régulier. Je vais quand même prendre un petit temps parce qu'on ne se reverra pas avant l'été, mais je veux prendre un temps pour remercier vraiment très, très chaleureusement l'ensemble des membres citoyens et citoyennes. Pas que je vous aime pas les élus, là, mais nous, ça fait un peu partie de notre travail, de nos mandats de siéger sur le CCU. Je vous remercie aussi d'être là, d'être assidus, mais je vais prendre quand même un petit temps particulier parce qu'on sait que nos membres citoyens siègent de manière bénévole. On a eu beaucoup de
dossiers, c'était beaucoup d'apprentissage en même temps aussi. Là. Ça a commencé, ça a commencé fort. On a dû ajouter plusieurs séances d'orientation parce que les séances régulières ne suffisaient pas. Alors, je veux vous remercier pour votre disponibilité, votre temps, puis votre rapport vraiment constructif. Là. Moi, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu vous ajouter à nous pour permettre vraiment d'élargir les discussions. Vraiment intéressant. Alors, je vous dis un grand merci. Puis je pense que Mme Pilon, malheureusement, a une nouvelle quand même à nous annoncer, qui est à la fois une bonne nouvelle pour la ville de Sherbrooke, mais un peu triste pour le CCU. Je vous laisserai aller, Mme Pilon. Oui, merci, Mme Laroche. Ben oui, je dois vous annoncer mon départ du CCU parce que j'ai été engagée par la ville de Sherbrooke. Donc, la nouvelle division de la mobilité durable qui a été créée, j'y jouerai un rôle dès la semaine prochaine. Donc, il y avait quand même un petit enjeu éthique là, à être à la fois employée de la ville de Sherbrooke et sur le CCU en tant que citoyenne. Donc, je vais me retirer pour cette raison. Mais merci beaucoup pour ce passage hyper formateur. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris puis eu une perspective d'ensemble sur les questions urbanistiques, un bagage que j'apporterai dans mes futures fonctions à la ville. Fait que merci beaucoup pour ça. Merci. Félicitations. Oui. Oui, félicitations. Dans le fond, on est quand même très content d'un côté. Je pense que la division mobilité va bénéficier de votre expertise de manière certaine. Puis, ça veut dire quand même qu'on aura un poste en ouverture pour la suite. Donc, autant les membres citoyens, si vous connaissez déjà, mais vous aussi, si vous écoutez la rediffusion du comité consultatif d'urbanisme, surveillez le site Internet. On ouvrira donc un poste. On avait mis des profils. Donc, Mme Pilon était dans le profil mobilité. On essaie un peu de se tenir à ça, mais tout le monde qui souhaite soumettre sa candidature est invité à le faire, puis on va analyser ça avec toute la diligence. Comment? Non, je n'ai pas les dates pour les... dans le fond, ça s'est fait vraiment très récemment. Oui, ça va être pour après l'été, mais on va peut-être afficher pendant l'été, quand même. Mais oui. Exact. Donc, merci beaucoup encore, Mme Pilon. Merci à tous les membres. Merci aux membres élus aussi d'avoir été là pendant toute la session. Puis on se revoit après l'été. Merci beaucoup.